présenter un tout petit peu Isadora pour ceux qui le connaissent pas. Isadora est une association qui est liée à la clinique Saint-Martin de Vignegoul. Ce sont les soignants de la clinique Saint-Martin-Vignegoul qui ont créé une sorte de société savante qui, à son échelle, essaye de faire un peu d'enseignement, que ce soit en interne ou avec l'extérieur de la clinique, et surtout de l'échange et de la recherche, si possible, de la recherche clinique, bien évidemment. Ça se déroule de deux manières, en gros, par des conférences qui ont lieu une ou deux ou trois fois par an. Ça va être beaucoup plus facile avec le Zoom maintenant en plus. Mais donc, on a eu la chance d'avoir Bernard Gols en fin de l'année dernière, qui a eu un joli succès. Là, ce soir, nous avons la grande chance d'avoir Fethi Benslama. Et puis, nous avons des journées qui se déroulent à la clinique. Donc, c'est une clinique qui appartient au groupe Oxanté, qui met à notre disposition tous les ans des locaux, et on peut manger dans le parc. On a une grande salle qui reçoit jusqu'à 150 personnes. Enfin, c'est plutôt un lieu très, très convivial et très accueillant, et qui permet des rencontres de qualité. Donc, c'est dans ce contexte-là que Isadora existe, travaille à son rythme. Alors, l'année dernière, nous avons dû annuler pour les raisons sanitaires. Cette année, nous avons cru que nous allions y arriver, mais pour des histoires de jauge, de vaccins, de tests, enfin, ça, on allait rendre la vie impossible à tous ceux qui allaient venir. Donc, on a préféré annuler encore une seconde fois. Et le thème des journées était sans complexe. Alors, sans complexe, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce qu'on pense que c'est un problème, une question d'époque, qui ne touche pas que la psychiatrie, qui touche la psychiatrie, qui touche la psychanalyse, mais qui touche un peu tout le monde. Alors, si vous voulez, il s'agissait de faire la différence, de faire le tri entre la vergogne, comme quand on dit de quelqu'un qui est sans vergogne, qui se croit tout permis, donc la vergogne qui serait plutôt souhaitable, et la désinhibition, quelqu'un qui quelqu'un qui se débarrasserait d'un complexe, qui l'embarrasserait, qui le gênerait pour être actif, pour être dans l'action ou dans la réflexion. Donc il y a une double dimension. Il s'agissait de faire le tri entre ce qui est une retenue, la vergogne, qui elle serait à mon sens souhaitable, et une désinhibition dans le sens d'une levée d'inhibition ou d'une levée de ce qui nous embarrasse, qui, elle, serait souhaitable. Donc, il s'agissait de faire le tri, et on avait invité pour cela, donc Fethi Benslama, voilà. Ouais. On avait invité pour cela Fethi Benslama, entre autres, mais nous avions aussi invité des gens qui allaient nous parler de diagnostic, parce qu'en pédopsychiatrie, il y a certains diagnostics qui ont été multipliés par 100. Donc il y a un sang complexe, hein, qui est assez, attendez, on ne voit pas bien, qui est assez flagrant. Nous allions inviter Gilles Mignot qui travaille pour la revue Prescrire, donc c'est la revue qui a levé le lièvre du Mediator. Donc c'était, je vais peut-être allumer la lumière parce que je crois qu'on me voit mal, j'arrive tout de suite. Voilà, peut-être qu'on verra mieux comme ça, qui avait levé le lièvre du Mediator, à savoir quand même une vente à tout prix et sous n'importe quelle condition, en prenant tous les risques. Voilà. Nous avions invité des psychanalystes, enfin, bon, des psychiatres, tout ça pour parler de méthodes auxquelles nous sommes tous confrontés, que ce soit des méthodes bureaucratiques, des méthodes économiques, que ce soit le marketing, que ce soit le management. On voit arriver de plus en plus de gens dans un état catastrophique parce que le harcèlement au travail ou la souffrance au travail parfois peut être vraiment redoutable, ce qu'on ne voyait pas il y a maintenant quelques années, mais qui maintenant est important. Mais qu'on voit aussi ce sang complexe, c'est pour ça que nous avions pensé à Fethi, dans les phénomènes de radicalisation, qu'elle soit religieuse,
ou politiques, mais aussi économiques, idéologiques, et aussi dans des groupes de pression, parce que nous sommes, en tant que cliniciens, confrontés de plus en plus à des gens qui viennent nous voir en nous disant, ben voilà, j'ai telle maladie, donnez-moi tel truc, et qui savent avant nous ce qui va se passer pendant cette consultation, avec là une grande complicité, à mon avis, des pouvoirs publics, qui d'ailleurs nous appellent de moins en moins des médecins, parce qu'un médecin est libre de prescrire un traitement, qui nous appellent maintenant des soignants ou des professionnels de santé, qui, eux, auront, si les choses évoluent comme elles le font actuellement, à terme, n'auront pas vraiment le choix d'une éthique du soin et du choix des thérapeutiques à employer. Donc, il y a quelque chose là qui nous semblait, nous, être une évolution notable. Et Fethi Ben Slama nous semblait tout à fait ben, semblait tout à fait éligible si nous devions n'en garder qu'un de ces journées que nous avons annulées pour une conférence donc, d'Isadora. Fethi Ben Slama nous semblait vraiment éligible parce qu'il est très très bien placé pour nous parler de la radicalisation, parce qu'il est quand même un des rares confrères à avoir inventé des concepts, ce qui n'est pas si fréquent que ça par les temps qui courent. Et j'aimerais bien qu'on parle clinique ce soir, et qu'on parle des choses telles qu'elles sont et pas des rumeurs. Euh, et donc, Fethi Ben Slama est psychanalyste et chercheur. Il a été président de l'UFR d'études psychanalytiques, puis de l'UFR, l'Institut Humanité, Sciences et Société. Il est auteur de nombreux ouvrages. Et puis, bon, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé ces derniers temps. Et l'article du Monde qui a rappelé hier tout un phénomène assez incroyable qui s'est passé autour de lui. Et je tiens à rappeler une chose qui me semble importante, c'est que personnellement et avec certains, nous n'avons pas voulu crier avec les loups. Il nous semblait important on va peut-être paraître vieux jeu, hein, mais on va laisser la justice au juge. Il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Et puis, un ami, un copain, c'est d'abord un ami et un copain. Et je préfère me tromper, mais quitte à me sentir trahi par la suite, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je garde mon amitié jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est un principe qui me semble important de préciser, parce que moi, j'ai des complexes, j'ai de la vergogne, et tout n'est pas permis. Voilà. Donc, ce soir, Fethi Ben Slama va nous parler de la cancel culture, ce qu'on pourrait traduire par, donc c'est la culture de l'annulation, mais qu'on pourrait peut-être un peu plus traduire par la culture de la censure, où on va attaquer les personnes plutôt que leurs idées, et où ce serait comme une espèce de concurrence, où il s'agirait d'abattre le concurrent plutôt que d'essayer de travailler avec lui et d'élaborer avec lui. Cette culture-là, on va être de plus en plus confronté à ce genre de choses. Elle est complètement liée, à mon avis, à la radicalisation, parce que c'est un phénomène radical et qui touche l'université, qui touche bien des domaines. Et je dois dire que j'étais très satisfait quand Fethi Ben Slama nous a dit qu'il allait parler de ça ce soir. Fethi, donc ce soir, tu as 45 minutes pour nous faire ta conférence, et puis après, nous aurons un débat. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions par écrit, et après, on verra comment ça se passe, si vous le faites par oral ou pas, selon ce qui se passe. Mais a priori, là, il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. On va peut-être pouvoir rediscuter. Mais voilà, on verra tout à l'heure. Fethi Ben Slama, la parole est à toi. Merci Patrice Charbit et l'équipe Isadora
votre invitation sous le thème des journées intitulé Sans complexe. Sans complexe, dès la lecture de l'argument, dès la première lecture de l'argument, cette conférence s'est imposée à mon esprit. À maints égards, ce qu'on appelle depuis quelques années la cancel culture entre pleinement dans l'état de notre situation actuelle, évoqué par l'argument d'une manière succincte et néanmoins pénétrante dans un contexte de propagation des radicalisations. Je cite les interrogations vers la fin de l'argument. Des verrous ont-ils sauté et s'agit-il d'un nouvel impératif? L'espace est-il encore commun, partageable, ou du registre guerrier de l'incompatibilité? La cancel culture est un phénomène d'ampleur de notre époque, qu'il soit nommé comme tel ou pas. Sa pratique est déjà là et s'étend progressivement sur toute la planète. Il est révélateur d'un état du monde. C'est pourquoi j'ai proposé comme sous-titre à mon propos le monde de la cancel culture. Le monde de la cancel culture est ce que nous vivons aujourd'hui. Il sera là pour longtemps encore. Quant au titre, la cancellation, il s'agit d'un terme français ancien, substantif du verbe canceller, qui s'est anglicisé et américanisé, puis revient en français à travers la traduction courante annulation. La cancellation désigne un acte à la fois de discours et une action, autrement dit un performatif, qui vise généralement une personne considérée comme répréhensible pour ce qu'elle a dit ou fait. Les réseaux sociaux ont donné à cette pratique une extension considérable sous le mode d'un impératif cancel. Telle personne a tenu des propos jugés sexistes, cancel. Cette œuvre comporte des idées que l'on considère comme racistes, cancel. Ce message charrie de l'homophobie, de la transphobie, de la grossophobie, de l'islamophobie. Il faudrait ajouter à la longue liste la russophobie évoquée récemment par Vladimir Poutine. Bref, nous vivons une époque d'omniphobie et cela fait partie du climat de crainte et de persécution de la cancel culture. Mon propos va se développer en deux volets. Le premier est autour de la question « Qu'est-ce que le phénomène de la cancel culture ?» Le deuxième volet vise la question « Pourquoi sommes-nous dans le monde de la cancel culture ?» L'expression cancel culture fait son apparition, selon plusieurs sources, en 2015 aux États-Unis. Elle devient assez courante en 2017 et elle est plébiscitée comme le mot de l'année en 2019 dans les médias américains, en même temps qu'elle pénètre en France. Voici la définition succincte qu'on donne Wikipédia, l'encyclopédie mondiale s'il en est, qui existe dans plus de 300 langues. Je cite la cancel culture ou culture de l'annulation, call out culture, culture de la dénonciation, est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Cette pratique, avatar du politiquement correct, qui se rencontre dans le monde physique et sur les médias sociaux, suscite la controverse. Fin de citation. Je souligne ces mots, annulation, dénonciation, ostracisation, et leur attachement à la pratique du politiquement correct. On verra que le lexique de la cancel culture, son univers signifiant, est bien plus large que ces mots, même si le terme d'annulation est celui qui est le plus fréquemment utilisé pour traduire cancel. Quant au politiquement correct, dont la cancel culture est l'héritière et sous une nouvelle forme, c'est une expression trompeuse, car ce dont il s'agit est loin d'être simplement politique. Il s'agit de la politique comme poursuite de la guerre, pour reprendre la version par Michel Foucault de l'adage de Clausewitz. Le correct recèle des positions extrêmes et des discours très violents. Le mot de l'écrivain américain Philip Roth, la tyrannie des convenances, est plus exact. Et plutôt correct
Le but est la correction au sens de la punition. Le fait d'évoquer la cancel culture comme un avatar du politiquement correct indique que les conditions permettant son émergence ont commencé à s'installer depuis bien plus longtemps. Je pense dans la suite de la rupture qu'a représenté l'épidémie du sida au milieu des années 80 et la vague de rigorisme moral qui s'en est suivie dans les années 90 aux USA. On ne soulignera jamais assez le rôle des épidémies dans les remaniements de la donne normative de la civilité et de la civilisation. Nous en vivons une et vous verrez progressivement comment elle modifie, elle a déjà modifié notre rapport entre nous et notre rapport à la culture. Sans remonter aussi loin pour le moment, on évoque souvent un événement survenu en décembre 2013 que beaucoup d'auteurs considèrent comme une sorte de coup de tonnerre qui augure de la tempête de la cancel culture. Il s'agit de l'affaire Justine Sacco. Avant de prendre son vol entre Londres et le Cap, Justine Sacco, directrice de personnel dans une entreprise, envoie ce tweet à ses 170 abonnés. Je cite, « Départ pour l'Afrique, espère ne pas choper le sida, je déconne, je suis blanche. » Fin de citation. En arrivant en Afrique du Sud, après 11 heures de vol, elle découvre qu'elle est le sujet numéro 1 des discussions de ce réseau social. Des centaines de milliers de personnes dénoncent son tweet et même Donald Trump s'en indigne dans son émission de télévision de l'époque. Elle est devenue en une demi-journée le symbole du racisme par une foule qui l'a lynchée cybernétiquement. Justine Sacco est refusée par les employés de l'hôtel quand elle arrive, elle perd son travail, elle est reniée par sa famille, bref, elle est annulée selon les termes qui désignent son entrée dans l'univers des personnes punies de la cancel culture. 8 ans plus tard, elle y est encore. Ce cas recèle bien des ingrédients de la cancel culture. À partir d'une mauvaise blague, dont l'auteur croit se moquer de sa situation de privilégié occidental sur un réseau social, se déclenche une émeute numérique qui n'est pas seulement une critique des idées, mais la dénonciation, la condamnation d'une personne et sa sanction immédiate. Le jugement et l'exécution simultanée d'une punition qui en fait une personne infâme avec des conséquences terribles sur sa vie. Cette pratique prend racine dans les campus américains dominés par des acteurs dits de gauche et d'extrême gauche, où les confrontations sont véhémentes et l'agressivité monte vite dans les débats, avec des règlements de compte violents dans certains cas. Une chercheuse canadienne, Eve Seguin, a identifié à partir de ces campus, puis dans les entreprises, la pratique de ce qu'elle appelait le mobbing. Le terme provient du verbe anglais to mob, qui signifie assaillir. Le mobbing consiste dans la formation d'un groupe en une meute qui prend pour cible un collègue qui est condamné et harcelé avec la fabrication de preuves de sa culpabilité. Il est transformé en un autre tout-puissant qui menace tout le monde, ce qui justifie sa destruction. Cette pratique a contaminé plusieurs universités en France. Elle peut être déclenchée pour des raisons idéologiques, mais aussi dans des luttes pour le pouvoir ou par des jalousies féroces entre collègues. La pratique de la cancel culture, née à gauche, s'étendra ensuite à tout le spectre politique, jusqu'à la droite conservatrice et l'extrême droite. Elle passe dans les réseaux sociaux américains, puis aux médias qui courent derrière les réseaux sociaux pour relayer les polémiques et les attiser. On la rencontre particulièrement dans les milieux de la culture et du savoir. Les scientifiques n'échappent pas, comme l'ont montré les violentes controverses sur l'épidémie du Covid. Elle gagne d'autres pays et devient une modalité de combat de militants pour de très nombreuses causes, quand elle devient un mot d'ordre qui vise à stigmatiser et à faire disparaître de la scène une personne dans la pensée, les écrits, l'art, le comportement, sans juger inacceptable selon de nouvelles normes. La pratique gagne la France dans plusieurs universités, dans les milieux des arts et de la culture, puis dans les réseaux sociaux, la télévision, les magazines et les journaux
autour de causes telles que la lutte contre les violences faites aux femmes, avec la vague MeToo qui a commencé à l'automne 2017, la pédocriminalité, le racisme, le sexisme, le colonialisme, le soutien aux minorités. La cancel culture se développe aussi par capillarité numérique à des niveaux très locaux. Dans telle institution, telle émission, tel journal, tel quartier, un cluster de personnes hostiles se forme et disparaît après avoir stigmatisé un auteur, un acteur, un cinéaste, une lycéenne, un enseignant. La dénonciation de Samuel Paty, qui a donné lieu à son exécution, fait partie des actes caractéristiques de la cancel culture côté islamiste. L'annulation a conduit au suicide. Beaucoup de personnes, tel celui qui a fait la une de beaucoup de journaux, c'est Mike Adams, professeur dans une université de Caroline du Nord. Désigné à la vindicte, discrédité, dénigré, délégitimé, humilié, avec l'impératif de lemer et de faire honte, name and shame, censurer, bannir. Ce vocabulaire est celui de la cancel culture qui consiste à punir quelqu'un, à le faire disparaître, à éliminer une production du savoir ou de la culture. Ça va de gauche et de droite, ça vient de gauche et de droite, de progressistes ou de conservateurs, de religieux ou de laïcs, de chercheurs, d'acteurs politiques, y compris au plus haut niveau des États. Des causes dont la légitimité est incontestable, telles que la lutte contre la violence faite aux femmes ou contre le racisme et les discriminations, sont débordées par des dénonciations violentes, sans frein, qui transforment ces causes en machines de persécution. En outre, se mêlent à ces causes toutes sortes de procès aberrants et de revendications qui veulent imposer un puritanisme outrancier, parfois jusqu'à la loufoquerie. Voici à titre d'exemple des cas qui ont défrayé la chronique. Le livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qui fut retiré à cause du mot nègre, avant que le titre ne soit changé. Le film Mignonne, condamné par une pétition signée par 500 000 personnes aux États-Unis pour la mise en scène, à cause de la mise en scène de la sexualité des petites filles. Autant on emporte le vent, le film le plus vu de l'histoire du cinéma, a été retiré des plateformes. Il a été remis maintenant à cause de son traitement de l'esclavage. Les caricatures de Xavier Delagorce sur l'inceste ont donné lieu aux excuses de la direction du journal français de référence Le Monde et à la démission de l'auteur. Mais alors pourquoi ne pas s'excuser des caricatures du prophète, se sont exclamés immédiatement beaucoup de cliqueurs. L'offense est aussi pour beaucoup de monde. L'affaire du sombrero dans une fête à thème, dont l'auteur est accusé de stéréotypes ethniques et d'appropriation culturelle. Le Washington Post publia une déclaration de solidarité à l'égard de toutes les personnes blessées ou affectées par cet incident. La mise à l'index du baiser du prince donné à Blanche-Neige endormie dans le dernier film de Disney. Tel enseignant dans l'université accusé d'islamophobie ou tel autre empêché de donner une conférence à cause de ses positions sur la procréation et la gestation. Des milliers de personnes sont rendues infâmes dans tous les domaines à travers le monde, dont la vie devient infernale et l'œuvre proscrite en quelques clics. N'importe qui peut déclencher l'émeute, parfois un anonyme ou un inconnu, un collègue, un groupe organisé, et dans de très nombreux cas, des figures intellectuelles éminentes se transforment en délateurs, voire en émeutiers. En octobre 2020, une centaine d'universitaires français, parmi les plus connus, signent une tribune demandant à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de mettre en place des mesures de détection de chercheurs qui diffusent l'islamo-gauchisme dans l'université. Ce faisant, ils apportaient leur appui à la déclaration du ministre de l'Éducation. Jamais des universitaires sont allés aussi loin dans la volonté de contrôle de leurs collègues au nom de la liberté académique qu'ils veulent défendre en voulant limiter celle des autres. La ministre de l'Enseignement supérieur a emboîté le pas et demandé au CNRS de procéder à une enquête. Le CNRS, la direction du CNRS, a refusé, heureusement. Mais très vite, des pétitions comportant des noms d'universitaires stigmatisés ont circulé. Des listes de chercheurs à bannir ont été établies.
une telle ampleur de délation est inédite depuis l'occupation nazie et dans tous les milieux. La cancellation est une pratique qui s'est répandue dans toutes les classes sociales, chez l'élite intellectuelle et politique, comme chez les citoyens ordinaires. Les morts n'échappent pas à la dénonciation, surtout des figures de l'histoire politique ou intellectuelle, à partir de faits objectifs, qui sont critiquables et prouvés, ou bien des allégations sans preuve et parfois avec la fabrication de faux. La condition est que ce soit une figure connue qu'il s'agit de casser. Une personne lance l'attaque, se forme une foule de détracteurs, très rapidement les médias s'en emparent, avant même de vérifier les faits allégués. L'information est diffusée, parfois à l'échelle mondiale. Le dernier cas de ce type en France fut l'accusation contre Michel Foucault de pédophilie en Tunisie par l'essayiste de droite Guy Sormand dans un livre dont le titre dit bien de quoi il en retourne. Le titre, c'est « Mon dictionnaire du bullshit ». L'hebdomadaire conservateur, le Sunday Times, s'est emparé du propos de Sormand à l'occasion de la parution de la traduction en anglais du dernier livre de Foucault, Les aveux de la chair. Le site d'extrême droite F de souche, fils de souche, et Valeurs actuelles relaye le Sunday Times. S'agissant d'enfants tunisiens supposés avoir été violés sur des tombes dans les cimetières de Sidi Bou Saïd la nuit, au clair de lune, précise Sormand. Et voici que Foucault, philosophe de gauche, homosexuel, devient un infâme prédateur, pédophile, colonialiste, raciste. Tous les médias en France reproduisent l'accusation avant de faire une enquête et de vérifier la véracité des accusations. Sormand n'apporte aucune preuve à ses propos. Il avance une date approximative où Foucault n'est plus en Tunisie. Foucault a enseigné pendant 2 ans en Tunisie. Le Sunday Times ajoute une lettre ouverte supposément signée par Foucault en 1977 pour légaliser les actes sexuels avec des enfants de 13 ans, ce qui est faux. Par la suite, les enquêtes menées en Tunisie ont démontré le caractère mensonger des accusations de Sormand. Avant de diffuser l'information, il aurait été possible d'obtenir chez beaucoup de personnes des éléments factuels qui auraient permis d'avoir de sérieux doutes sur la vraisemblance des propos de Sormand. Les 2 petits cimetières du Sidi Bou Saïd sont exposés au regard des passants et la hauteur de leur tombe ne permet pas de dissimuler des personnes. De plus, Foucault était surveillé par la police tunisienne lors de son séjour parce qu'il soutenait les mouvements de gauche qui a lancé mai 68. Mai 68 en Tunisie, qui, dit-il, avait d'ailleurs commencé en Tunisie mai 68. Mais le doute, s'il y a, ne profite qu'à l'accusation dans le monde de la cancel culture. Et la loi de l'accélération de la communication ne laisse la place qu'à ce qu'on pourrait appeler, à l'instar du passage à l'acte, le passage à l'annulation. Comme l'a montré le sociologue allemand Hartmut Rosa ailleurs, il s'agit là d'un effet de la compression du temps par la vitesse numérique de la communication, de sorte qu'il n'y a plus de temps et la distance pour discerner la fiabilité des affirmations, tout devient enfermé dans un présent sans limite. Même réfutées, les accusations de Sormand à l'encontre de Foucault n'ont pas convaincu beaucoup de personnes. Et il y aura toujours quelqu'un pour rappeler que Foucault était un pédophile notoire. De même, lorsque la justice innocente quelqu'un d'une accusation, la présomption de culpabilité, qui a remplacé la présomption d'innocence dans la cancel culture, demeurera sans fin. L'imprescriptibilité rappelle la phrase qui clôt le procès de Kafka, comme si la honte dût lui survivre. On pourrait faire la synthèse des positions par rapport à la cancel culture en les ramenant à 3 grandes attitudes. Une première position de ceux qui soutiennent la cancel culture, une deuxième de ceux qui la dénoncent, et une troisième position de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de cancel culture. Ceux qui soutiennent la cancel culture et la considèrent comme une riposte politique juste, eh bien, ils considèrent que cette position est composée d'un... non, c'est moi qui le dis plutôt. Cette position est composée d'un large spectre d'idées, et j'en retiendrai 2 tendances, l'une modérée, l'autre radicale. Dans la tendance modérée, on reconnaît des excès,
et on les condamne. Mais ce ne serait là que des effets secondaires au regard de l'importance des causes défendues. On rappelle que les excès existent dans tous les mouvements d'émancipation. Les femmes ont obtenu l'égalité des droits, dont celui de disposer de leur corps, mais les abus sexuels et la violence contre elles perdurent. Le mouvement MeToo a permis de révéler ces violences, dont les auteurs représentent tout un système que l'émancipation féministe des années 1970 n'a pas aboli. Il en est de même du mouvement Black Lives Matter, au regard du racisme qui frappe les Noirs. Les crimes coloniaux ne sont pas reconnus. Les principes démocratiques égalitaires n'ont pas donné leur place aux minorités dans tous les domaines. La cancel culture serait l'expression de la colère de femmes et d'hommes marginalisés et sans autre voie que les réseaux sociaux et Internet. Elle serait une réponse à l'impunité et à la régression des droits que l'on voit s'avancer sûrement. Ce n'est pas la gauche qui serait menaçante pour la liberté d'expression, mais l'extrême droite. Les suprémacistes blancs et la contre-culture trumpiste, ses équivalents de plus en plus nombreux dans le monde. Il faut entendre le cri qui s'élève avec la cancel culture, sinon les exactions vont devenir le seul mode de protestation. Dans cette défense de la cancel culture, il existe une tendance plus radicale qui considère que les fins du mouvement rendent acceptables les moyens. Les dégâts collatéraux sont inévitables. Sans la virulence, sans la stigmatisation et la punition, les causes justes n'avanceraient pas. On ne veut plus des règles et des procédures du droit, mais d'un changement du contrat social, puisque tout le système est en faveur de la domination actuelle, représentée par notamment des mâles blancs, principalement occidentaux, qui font perdurer leur pouvoir au nom d'un universalisme qui est le leur. Il est nécessaire de réécrire l'histoire à travers l'effacement de certaines figures, de certaines séquences, une sorte d'iconoclasme qui vise les images, les statues, les représentations de la domination. La cancel culture, ce serait la nouvelle étape du grand projet d'émancipation en Occident. Si l'on vient maintenant à la position de ceux qui dénoncent la cancel culture, ici comme chez ceux qui la soutiennent, il y a également un large spectre dont je relèverai synthétiquement les deux tendances, radicale et modérée. La plus radicale de ces tendances dénonce l'importation depuis les États-Unis de la cancel culture, l'américanisation de l'espace universitaire français et la projection de l'idéologie communautariste et identitaire anglo-saxonne. Des tribunes dans les médias considèrent que la cancel culture est en cohérence avec une tradition de la délation profondément inscrite aux États-Unis à l'image des affiches Wanted dans les westerns, dont la justice ne s'embarrasse ni de procès, ni de défense, ni d'appel, on passe vite à l'exécution. Ce serait un atavisme de la politique américaine depuis les origines de cette nation, où la délation se fonde, je cite, sur une idéologie, sur une vertu religieuse de redresseur de tort, et sur une dichotomie entre le bien et le mal qui divise le monde entre les méchants et les gentils. La France est au contraire marquée profondément par la dénonciation des Juifs durant la collaboration avec le régime de Vichy qui a laissé de lourdes traces. La dénonciation qui est au cœur de la cancel culture ne saurait être un acte citoyen en France. Les plus hautes autorités de l'État appellent à la résistance à la conception importée d'outre-Atlantique qui menacerait le modèle républicain français. Et c'est dans des termes proches des leaders de l'extrême droite. Ils mettent en accusation des chercheurs de gauche qui soutiennent la fragmentation de la société française à travers des identités fabriquées, des idéologies indigénistes, radicalistes et décoloniales. L'islamo-gauchisme est pointé du doigt comme produit de la cancel culture, qui ferait le lit du terrorisme djihadiste. Sur cette base de la connexion entre cancel culture et islamisme, des universitaires dénoncent leurs collègues et appellent au contrôle de l'État, ainsi que je l'ai évoqué précédemment. Ainsi, ceux qui dénoncent les dénonciations
de la cancel culture usent eux-mêmes des mêmes procédés de dénonciation. Ils veulent contrôler, réprimer, exclure leurs collègues de la même façon que ce qu'ils dénoncent dans la cancel culture. C'est la mêlée des pour et des contre, l'annulation de tous contre tous, pour paraphraser la formule de Hobbes. La tendance modérée des opposants à cette pratique intervient en soulignant la menace sur la démocratie, la liberté d'expression. Une tribune parue dans Harper's Magazine et reprise dans le quotidien du Monde, signée par 151 écrivains et journalistes de plusieurs pays, critique la cancel culture sans en prononcer le nom. Il alerte sur le fait qu'ils ne voulaient pas entrer eux-mêmes dans le jeu de la dénonciation, mais ils alertent sur le fait que l'échange libre des informations et des idées devient chaque jour plus limité, qu'il est de plus en plus difficile de prendre la parole sans craindre des représailles, conformisme idéologique, intolérance à l'égard des opinions divergentes, humiliation publique, réduction des questions complexes dans une sorte de certitude morale aveugle. Ils constatent que ces agissements, qu'ils pensaient provenir de la droite qu'ils appellent illibérale, incarnée par Trump, viennent aussi de gauche. Surtout, ils s'inquiètent que les dirigeants institutionnels ne sachent plus où donner de la tête pour limiter les dégâts et optent pour des sanctions actives et disproportionnées plutôt que des réformes réfléchies. Je cite là cette tribune. Et la tribune Harper's se termine par cet avertissement: cette atmosphère étouffante va finir par nuire aux causes les plus vitales de notre époque. Quant à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de cancel culture, leurs arguments sont brefs. Selon eux, ce qu'on appelle ainsi est une nouvelle technique de combat. Comme il y en a eu auparavant, à la fin des années 60 et pendant les années 70, à la fin de la guerre du Vietnam, avec les mouvements contestataires de l'extrême gauche et celui de l'émancipation des femmes. Voilà, j'ai terminé le premier volet. Il y aurait encore tant à dire sur ce phénomène de la cancel culture, étendu, multiforme, et qui apporte chaque jour son lot d'annulations. Assez souvent, on pratique la cancel culture sans le savoir, ou bien en niant qu'on le fait. Je voudrais aborder maintenant le deuxième volet qui correspond à la question: pourquoi sommes-nous dans le monde de la cancel culture? Autrement dit, quelles sont les raisons qui ont fait que cette forme de radicalisation s'étend de plus en plus? Ces deux questions signifient qu'on va entrer là dans des hypothèses de lecture et d'analyse qui sont plus économiques qu'une description. Et je voudrais tout de suite écarter tout monodéterminisme. Ce qui a donné lieu à la cancel culture doit être situé, à mon sens, à l'intersection de plusieurs causes et à l'arrivée de plusieurs échéances en même temps dans le cours du monde actuel. Je partirai du mot cancel, provenant du français canceller, qui a donné cancellation. La traduction par annulation est juste mais courte. En anglais, son usage peut être banal. On annule un voyage, un repas, un rendez-vous, on décommande une invitation. Mais annuler l'autre dit bien de quoi il en retourne dans la cancel culture. C'est traiter l'autre comme une chose. Après un siècle de liquidation, d'extermination, de meurtre de masse, d'un nouveau siècle qui commence et continue avec le terrorisme, comment peut-on oser faire de l'annulation de l'autre un usage courant? Dût-il être pour une juste cause? Il y a là bien plus qu'un excès, comme les défenseurs de la cancel culture le prétendent. C'est une banalisation du pire à travers l'agir communicationnel, pour reprendre la théorie d'Habermas et son éloge de la communication qui tourne en persécution les uns par les autres. Comment est-on arrivé jusqu'à là? Je laisse de côté le pathos de l'omniphobie. Il me semble que cette course à l'annulation de l'autre tombe sous l'une des grandes thèses critiques d'Adorno et d'Horkheimer de l'école de Francfort, à savoir l'extension du fétichisme de la marchandise aux humains, la pénétration de la réification dans l'ordre symbolique. Annuler l'autre, c'est le traiter comme une chose. Je ne vais pas développer trop ce point, ce serait long. Je renvoie aux travaux d'Adorno et d'Horkheimer,
ainsi qu'à ce que Georg Lucas et Walter Benjamin, si la cancel culture est une technique de combat, alors elle consiste à réduire l'ennemi à une chose éliminable et ou jetable, et ce cours s'aggrave aujourd'hui. En français, canceller, selon le Trésor de la langue française et le revers historique, a été récupéré par chanceler. Chanceler, avant de désigner le fait de ne pas tenir debout, signifie barrer, biffer, disposer une grille, des barreaux, incarcérer, détruire. Le littré indique l'usage suivant de la cancellation, terme de jurisprudence qui a vieilli, désigne le fait d'annuler une écriture en la croisant par des traits de plume et en y donnant un coup de canif. Certains dictionnaires réfèrent au langage du palais, sous-entendant le palais de justice. C'est en ce sens du droit d'annuler qu'il a été emprunté par la langue anglaise. Deux significations sont donc saillantes, l'enfermement et l'acte juridique. L'acte juridique d'une rature qui va jusqu'à la lacération. Cancellation rappelle inévitablement forclusion, qui réfère aussi au registre juridique, mais désigne une exclusion préalable, alors que cancellation supprime ce qui existe déjà, une écriture, un acte, un contrat, étendu aujourd'hui aux personnes. Il est en quelque sorte à l'autre extrémité du champ du rejet. Tout le monde connaît l'usage qu'en a fait Lacan pour traduire la notion de rejet vers la fonde freudienne. La cancellation est une modalité du rejet qui consiste en un jugement d'abolition, un acte de se faire justice en se donnant le droit d'abolir l'autre, ce qu'il représente et ce qui procède de lui. Au nom de quoi se fait-on justice? Se donne-t-on ce droit d'abolition? C'est en vertu d'un préjudice. Et toutes les causes, grandes ou petites, justes ou futiles, que j'ai énumérées se réfèrent à un préjudice. Le monde de la cancel culture est un monde de préjudiciés. J'use du terme préjudice parce qu'il est d'abord dans la même orientation signifiante de la justice et du droit que la cancellation. J'en use plutôt que victime, car la victime ressortit au sacrifice, et originairement à la pratique religieuse visant à offrir un animal vivant au Dieu. Victimer, c'est sacrifier. Il est certain que la place que prend la victime dans le discours actuel est émotionnellement forte, affectée par une connotation de sacralité. Mais le discours de la cancel culture est juridictionnel, au sens de l'exercice du pouvoir de se faire justice pour des gens qui estiment avoir subi un préjugé. C'est le sens même de préjudice. Un préjugé, un tort, un dommage. LGBTQIA+, lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexuels ou asexuels, mais aussi femmes, noires, colonisées ou ex-colonisées, indigènes, sont des catégories identitaires dont les porteurs demandent à être reconnus comme tels, et la cancel culture constitue la voie d'une justice par rapport aux torts qu'ils ont subis et continuent de subir par une majorité qui les vise en tant qu'ils sont ce qu'ils sont. Aux États-Unis, la séquence est plus longue, LGBTQIAAP. Les lettres ajoutées se réfèrent à questioning, des personnes qui questionnent sur leur sexualité, alliés, les alliés hétérosexuels de la cause, pansexuels, qui revendiquent une attirance pour n'importe quel genre. On voit parfois aussi, en anglais, apparaître un O pour other, les autres. Les autres deviennent aussi une catégorie identitaire. Elles bouclent le cercle ou la ronde des identités et elles les totalisent. Comment se fait-il que dans l'espace même de la civilisation occidentale, qui a inventé le principe de l'égalité universelle des droits, prolifèrent ces particularismes identitaires qui exigent leur reconnaissance et leur respect? Par quelle ruse de l'histoire? Hegel entend par cette expression une ruse de la raison. Il dit bien joué, vieil top, parce que la raison, pour Hegel, œuvre souterrainement. L'universalisme de l'égalité des droits a travaillé souterrainement les sociétés démocratiques de sorte que ceux qui étaient considérés comme sexuellement anormaux et déviants accèdent à la normativité à partir de leurs différences.
LGBTQQIAAP sont les lettres qui désignent la normativité sexuelle identitaire. Mais il en est de même de l'identité genrée, ethnique, raciale, culturelle, colonisée, etc. Et la cancel culture est l'extension du domaine de la norme identitaire en lutte contre la norme universaliste, celle de la majorité considérée comme opprimante et privilégiée. Elle est accusée d'avoir annulé ses identités. Il l'annule à leur tour, puisque son hégémonie se poursuit. Je vous invite à voir sur YouTube un documentaire sur l'université Evergreen aux États-Unis, où les enseignants blancs ont été obligés de dénoncer leurs privilèges. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce documentaire, il est à lui seul un condensé des effets de la cancel culture. À ce stade, on entrevoit que la cancel culture est à l'intersection de trois cours de l'histoire en Occident, mais l'Occident n'a plus de limites avec la mondialisation. La mondialisation est une occidentalisation du monde. Premièrement, l'extension du fétichisme de la marchandise, la pénétration de la réification dans l'ordre symbolique qui autorise l'annulation de l'autre comme une chose. Deuxièmement, la préjudiciarisation des torts à l'échelle historique. Troisièmement, l'éclatement souterrain de la configuration de l'universel en une multiplicité infinie d'identités qui exigent leur reconnaissance et leur réparation. Un autre cours de l'histoire vient d'être évoqué avec la normativité identitaire, c'est celui de l'extension des normes. L'extension sociale des normes est le titre d'un entretien donné par Michel Foucault en 1976. Que dit-il? Je le cite. Il dit « Nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s'intégrer à un pouvoir beaucoup plus général, en gros celui de la norme. » Et il ajoute un peu plus loin, « La norme devient le critère de partage des individus. » Cet entretien paraît la même année que La volonté de savoir, où dans le dernier chapitre, il aborde également dans les mêmes termes l'extension des normes, en attribuant la cause à une connivence entre le biopouvoir et le capitalisme. Le pouvoir devenu biopolitique, en tant qu'il doit gérer la vie des populations, le fait à travers des régulateurs biologiques et médicaux qui s'imposent comme des normes. Nous savons aussi comment le DSM s'est imposé en psychiatrie, par exemple. Une technologie de la norme s'installe à partir de là pour gouverner la vie humaine dans tous ses aspects. Je ne sais pas, à ma connaissance, mais je ne sais pas si Foucault a vu l'ampleur de la normativité identitaire. Je crois qu'il l'a senti et il faudrait regarder. Je voudrais vous raconter une anecdote. En 1999, dans un débat que j'ai eu avec le président de mon université, je me plaignais de l'accroissement des procédures et des petites cases à remplir dans les dossiers. Il répond en sortant une boîte d'allumettes de sa poche et me dit, tu vois, ces allumettes, leur fabrication obéit à la norme AFNOR. Tout ce qui est produit et géré sera régi par des normes comme cette boîte d'allumettes. La santé, l'éducation, l'alimentation, les loisirs, chacun d'entre nous sera identifié par un code barre. Je parle d'il y a 22 ans maintenant. Le président de l'université de l'époque était professeur de pharmacie et sans doute est-ce la raison pour laquelle il avait cette vive conscience de l'extension générale des normes à travers le biologique et la marchandise. On pourrait ajouter ici, pendant que le capitalisme sont sauvages et s'affranchit des règles et des limites matérielles, que ces gains sont gérés numériquement à la seconde, les sociétés corsettent la vie humaine dans des chaînes normatives, dont la plus stricte est la normativité identitaire. Qu'y a-t-il de plus normatif, en effet, que l'identité? Je suis qui je suis. Vous connaissez cette parole de Dieu. Nous, c'est nous. Moi, c'est moi. Je n'aurai pas le temps de revenir sur le passage de l'identité et du domaine logique à la suite des groupes, au groupe humain et à la culture. C'est vraiment à lui tout seul mériterait un exposé. Mais c'est vraiment passionnant. Le concept d'identité était juste pour la logique, pour dire A et A. Comment se fait-il qu'il s'est répandu de la manière dont on voit aujourd'hui? Il y a des cultures qui n'ont pas de concept d'identité. Par exemple, dans les langues sémitiques comme l'arabe et l'hébreu, il n'y a pas de concept d'identité.
et ils ont dû le traduire par altérité quand ils ont rencontré ce concept. Un cinquième cours du monde est celui du retour de la morale et la place importante qu'elle occupe dans la cancel culture. Elle est dans l'héritage du politiquement correct. Elle impose des codes de conduite, comme par exemple le sexual correctness de gauche et chez les conservateurs. Mais qu'est-ce qu'un code de conduite correct, sinon une norme morale virtuelle qui mène ou bien à la censure ou bien à la condamnation en cas de transgression. En 1990, le New York Times, et je précise cette date-là parce que tout à l'heure j'ai parlé du moment de rupture qu'a introduit l'épidémie du sida. Et justement, dans ces années-là, va se produire ce que le New York Times va lancer. Il va lancer une offensive contre l'hégémonie montante du politiquement correct et de la censure morale qu'elle impose. Cette offensive morale atteignit son point culminant d'obscénité et de repentance avec l'affaire des relations sexuelles Clinton-Monica Lewinsky en 98-99, qui conduisit le président américain au bord de l'impeachment. Dans La Tâche, le plus grand roman de Philippe Roth, publié en 2000 dans la suite, dans le contexte de cette période d'exacerbation morale, il écrit ceci, je cite: « Au Congrès, dans la presse, à la radio, à la télé, les enfoirés de la vertu majuscule donnaient à qui mieux des leçons de morale dans leur soif d'accuser, de censurer, de punir. Tous possédés par cette frénésie calculée que Hawthorne avait déjà stigmatisée à l'aube de notre pays comme le génie de la persécution. Tous mouraient d'envie d'accomplir les rites de purification astringente qui permettaient d'exciser l'érection de la branche exécutive. » Quand il dit branche exécutive, c'est Clinton, évidemment. Le génie de la persécution. Philippe Roth a relevé une caractéristique du climat que fait régner la cancel culture et sa moralisation, une paranoïa ordinaire dont on trouve l'expression quotidienne, avec le plaisir et la fierté de punir dans les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Je rappelle que le roman de Philippe Roth commence par l'histoire qui conduit un professeur à démissionner pour une affaire qui a toutes les caractéristiques de la cancel culture, puisque le personnage principal, Coleman, est accusé de racisme parce qu'il a dit à propos d'étudiants qui ne venaient pas à son cours et qu'il n'avait jamais vu où sont les zombies, où sont ces zombies. Il s'est avéré qu'ils étaient noirs. Il ne le savait pas. Peu importe. Il représente le système de mépris à l'égard des Afro-Américains. Il s'ensuit une campagne contre lui. Il a dû démissionner de l'université. C'est dans le récit, mais c'est dans le récit de Roth, mais ça se passe dans beaucoup d'endroits. En France, Balance ton port s'est illustré particulièrement dans cette orientation morale. Il faut relever ici un élément qu'on va retrouver dans beaucoup de ces positions morales, dans un contexte où on dénature les identités. C'est l'inverse dont il s'agit avec Balance ton port. C'est la nature cochonne qui serait la marque des violences sexuelles masculines. Ce naturalisme moral rejoint parfaitement l'ordre le plus conservateur, et ce n'est pas l'unique fois où la confusion entre les lignes et les bords se produit dans la cancel culture. Les 100 femmes, dont Catherine Deneuve et Catherine Millet, qui ont signé une tribune intitulée « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle », n'étaient pas pour la perpétuation des violences sexuelles contre les femmes, ainsi qu'on les a accusées, mais contre la censure morale. Je voudrais, pour terminer, m'arrêter à un septième cours, j'en ai cité 6, un septième cours actuel du monde, celui qui est lié à l'invention numérique, à Internet, aux réseaux sociaux. Sans doute est-ce l'un des éléments majeurs de l'amplification de cette radicalisation qu'est la cancel culture, comme ce fut le cas pour le djihadisme et bien d'autres formes d'extrémisme à venir. Et il y aura des formes à venir. Internet était considéré par ses inventeurs comme une nouvelle utopie de la liberté et du partage mondial. J'ai lu que Tim Berners-Lee, qui a mis au point le principe de la navigation dans Internet, a dit que s'il avait su ce qu'il allait se passer aujourd'hui, il se serait abstenu de faire cette invention.
Ce n'est pas la première fois que l'invention dépasse ses inventeurs et que l'utopie tourne à la déception, voire au cauchemar. Mais Internet n'est pas que cela. Et il est inutile que je répète ce que tout le monde sait à propos du rôle des réseaux sociaux dans la formation des meutes numériques, mobiles et éphémères, l'outrance et l'outrage, le tribunal des anonymes, bref, le lynchage qui va bien avec la culture de la cancellation. En revanche, ces effets ont sans doute créé un nouveau type de foule et modifié les rapports d'émoi à leur image, autrement dit à leurs semblables. Notamment pour toute une nouvelle génération de jeunes impliqués dans la pratique de la cancel culture, qui veulent frayer leur propre voie d'émancipation pour tous, rapidement et sans s'embarrasser des précautions de la précédente émancipation. La théorie freudienne de la foule ne correspond pas à ces foules numériques, ni au moi qui les compose. Elles n'ont pas de meneur suffisamment stable pour être mis à la place de leur idéal du moi, et le temps de s'identifier les uns aux autres manque. Identification, désidentification, réidentification, ça va très vite, le défilement de l'actualité sur les réseaux est vertigineux. La vitesse numérique de la communication comprime le temps. J'avais souligné plus avant. Il n'y a plus la possibilité de discerner la fiabilité des affirmations. Tout est enfermé dans ce présent sans limite qui brouille le discernement. L'espace cybernétique contraint à une navigation dans l'indiscernable. Un autre aspect mérite d'être relevé. Nous envoyons des requêtes sur Internet et il y a toujours une réponse. Ça parle toujours. Vous mettez sur votre navigateur un mot et ça vous répond en provenance d'un lieu virtuel d'une puissance incommensurable. Il se produit une sorte de pensée ininterrompue, avec un éclatement extraordinaire des significations dans tous les sens. Ça parle de partout et dans toutes les langues. Quelqu'un qui nous aurait fait état de ce vécu, on soupçonnerait un état psychotique. Mais non, Internet est une enveloppe de toute puissance des pensées et des actes qui correspond plutôt à ce que Vernon a décrit à propos de la psyché, selon les Grecs. Elle se déplace sans toucher terre, elle volette perpétuellement, elle est mobile et insaisissable, elle est ici et là en même temps. La toile est le miroir de notre psyché errante et toute puissante d'aujourd'hui. Cela ouvre le champ de la réversibilité, des incarnations multiples et de l'inconséquence des actes, dont l'univers du jeu numérique montre l'ampleur. On peut tuer et refaire vivre, faire et défaire, écrire et effacer, Delete est toujours disponible. Vous pouvez toujours exclure qui vous voulez, quand vous voulez. Le mot de Trump dans son émission était fired. On le traduit par à la porte, mais fired, c'est le feu. Le fire, c'est le feu, mais à la porte. C'est ce qu'il a appliqué d'ailleurs à ses collaborateurs lorsqu'il est devenu président. La cancel culture n'est pas donc un excès regrettable provoquant des dégâts collatéraux dans une guerre juste. Ces méfaits ne sont pas un épiphénomène. Elles résultent de la convergence de cette cour que là j'ai identifiée, mais il y en a peut-être d'autres, cette cour de notre monde actuel que je viens de relever et que je rappellerai succinctement pour finir. Aggravation de la chosification de l'humain, préjudiciarisation des torts sans limite du temps, éclatement de l'universel en archipel identitaire, extension de la norme qui enveloppe le rapport à la loi, rigorisme moral par dénaturation et renaturation, ultrapuissance psychique du miroir numérique. C'est en identifiant les causes d'un phénomène qu'il est possible de lui résister, et non en pleurant sur l'histoire et en déplorant l'état du monde. Nous n'avons qu'un seul monde, plus que jamais un tout-monde, parole de Glissant. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, Féti. Nous ne sommes pas si nombreux que cela, donc je crois qu'on va pouvoir, Rania, ouvrir la discussion. On va pouvoir ouvrir les micros. Donc je ne crois pas qu'il y ait une cacophonie là. Donc la Zoom devrait pouvoir fonctionner. Donc est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou de réagir là ou d'ouvrir le débat après cet exposé
de grande qualité de Féti que je remercie. Ah, bon, souvent, il est plus facile de commencer avec la seconde question, mais je vais peut-être poser la première. Pour ce qui nous concerne, à partir du moment où il y a une chosification de l'autre, pour ce qui nous concerne dans la relation thérapeutique, on voit bien les conséquences ou la tentation. Si l'autre n'est pas un alter ego, mais si l'autre est une chose, on va le traiter par un protocole, par exemple, un peu trop serré. Mais aussi au niveau politique, si l'autre n'est pas un alter ego, quelle est la qualité du lien? Bon, l'AFPEP et SNPP organisent des journées sur le lien à Arles en octobre prochain, et cette fois-ci, j'espère que ça pourra avoir lieu. Mais en tout cas, quel type de lien? Alors, bien sûr que la cancel culture reste pour l'instant, en tout cas, dans un certain registre, hein, n'envahit pas tous les registres, mais enfin, on sent bien qu'il y a une tendance dans ce sens-là. C'est un petit peu quelle qualité de lien, donc quel type de thérapie, donc quel lien politique qui va régir, qui régit la relation entre les gens. Voilà. Oui. Quand il s'agit d'annuler quelqu'un, on le traite donc comme une chose, et l'extension de ces mécanismes d'annulation, en fait, j'ai repris ça à Adorno et quelques penseurs qui ont déjà, après la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à voir ce processus. Donc c'est quelque chose qui court depuis un certain moment. Et je crois que à partir de la libération, par exemple pour la psychiatrie, ont été créés des garde-fous pour empêcher l'extension dans leurs soins donnés, évidemment le secteur et d'autres choses, des expériences très importantes pour arrêter ce processus. Mais un certain nombre aujourd'hui de garde-fous sont tombés ou sont en voie de tomber. Il y a des lieux encore qui résistent, résistance chez nous, à quelques lieux qui sont là. Mais ce processus, il court depuis déjà un moment. Et il se traduit dans les prises en charge, par exemple, par les mécanismes gestionnaires du soin, d'une normativité absolument extraordinaire. Moi, je suis président de 2 établissements dans l'association Gemini-Aubry. Je vois comment l'établissement des normes, de ces normes par rapport aux actes, conduit à des choses absolument aberrantes dans les prises en charge. Alors, moi, plutôt la question, si je souligne cet aspect, c'est pour dire, je répondrai par une question à votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui, reconnaissant cette chosification, comment est-ce qu'on peut justement y résister? Et quels sont les moyens de nos résistances? Ça, ce sont les soignants eux-mêmes qui doivent se poser cette question. De quelle manière ils peuvent donner dans leur lieu, dans leur... Déjà, le fait, par exemple, d'ouvrir des débats comme ceux que vous ouvrez sur ce qui se passe aujourd'hui avec cette idée de sang complexe, c'est déjà créer des garde-fous par rapport à ça, des garde-fous de pensée, des garde-fous de... Je ne vois pas comment on peut le faire autrement. Ceux qui sont aussi nos plus proches et ceux qui sont avec nous, qui défendent ça, ce sont les gens de la littérature, de l'art, sont nos alliés pour être avec nous. Parce que eux, justement, ils ont les moyens de penser ce qui est infra, le plus infra, que nous mettons parfois beaucoup de temps à théoriser. Et eux, ils peuvent être vraiment ces compagnons qui nous permettront de résister à cela. Maintenant, la machine, elle est extraordinairement puissante. Elle est lancée
Probablement, là, l'épidémie a peut-être arrêté quelque chose à un moment là de suspens, mais elle va reprendre et elle va recommencer à faire ce qu'elle a fait. Les ARS ne vont pas s'arrêter, leur modalité de traiter. Alors, je ne dis pas que les choses sont sombres complètement, parce qu'il peut se trouver dans ces endroits des gens avec lesquels il peut y avoir des dialogues, mais la chose est de plus en plus difficile. Bon. Et donc, je dirais, cette question, c'est à vous qu'elle est posée. Qu'est-ce que la psychiatrie, votre travail, peut aujourd'hui faire pour empêcher cela? Et on sait que la dégradation de la situation pour les malades et par la prise en charge psychiatrique a été très importante au cours de ces dernières années. Bien, donc on voit bien la nécessité de transmettre et d'ouvrir des débats et de continuer à penser. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'intervenir? Oui, Maurice, je n'arrive pas à lire ce que. Oui, Maurice Hollander. Rania, est-ce que tu vois comment. Non, justement, je cherchais Maurice Hollander et en fait, je ne le trouve pas. Ah, peut-être qu'il est parti. Je peux donner la parole à Oui. Lydia Flem, pour le coup, qui a posté le message. Bonjour Lydia. Vous m'entendez, Maurice Hollander, ici? Oui. Ah voilà, mais c'est parce que nous sommes ils sont ensemble, d'accord. Oui, ce sont des vrais androgynes, vous voyez, Lydia Flem et Maurice Hollander. Voilà. D'abord, je voudrais remercier Charbit d'avoir organisé ça, et vous tous. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant Fethi Benslama, et à la fois poser une question et déplacer un tout petit peu les choses, parce qu'il y a tout l'aspect, la psychanalyse et l'œuvre de Fethi Benslama qu'on connaît. Il a également, depuis toujours, une approche, il a cité Jean-Pierre Vernant, anthropologique des choses. Et l'association historique qui m'est venue en l'écoutant, par rapport au thème de la cancel culture, c'est-à-dire, comme il l'a rappelé, vous l'avez rappelé à plusieurs, diverses fois, l'annulation, c'est la chose suivante. Si on prend l'entrée race et racisme qu'il a évoqué, ce qui m'a frappé au moment où je terminais mon petit livre qui s'appelle Race sans histoire, c'est qu'au 19e siècle, on est dans les années 1870, des auteurs, et non des moindres, des professeurs au Collège de France, commencent à s'interroger sur la spécificité de la violence à l'égard de la race. Vous allez voir combien dans un instant on revient et on viendra vers l'annulation de l'autre. Et ce que vous avez dit par rapport à la chosification de l'autre à partir du moment où il n'est plus un alter ego. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tant qu'il y a des guerres, on est dans des affrontements politiques. Ils disent une guerre a des raisons économiques, religieuses, linguistiques et ainsi de suite. Et ils écrivent littéralement la chose suivante: si un jour, 1870, si un jour on est dans une guerre raciale, la guerre raciale n'est plus une guerre, c'est, je cite, une extermination. Ce mot extermination ici, je l'utilise volontiers comme une forme de synonyme d'annulation. Il ne s'agit plus de combattre quelqu'un pour obtenir quelque chose, mais de l'annuler. Et donc voici ma question, ou l'association un peu sauvage que je fais, plus anthropologique en effet que psychanalytique ou psychiatrique, c'est que dans cette affaire de cancel culture et de tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a, c'est un peu banal, pardon ce que je vais dire là, réellement une crise du politique. On sort du politique. À partir du moment où l'autre n'est plus quelqu'un auquel on peut s'opposer, parce que l'autre, il est annulé de facto, comme ce que Fethi nous a montré, eh bien oui, on est dans un univers génocidaire. Je dis génocidaire, puisque le mot extermination en 1872, précisément, vous trouverez ça dans mon bouquin Race sans histoire, mais il va devenir le terme génocide au moment où il a été inventé dans les années 40. Donc, annuler l'autre, c'est pas seulement annuler l'autre, c'est annuler
la possibilité de tout rapport humain politique à l'autre. C'est ça qui m'est venu, Féthi, Oui. en t'écoutant, mais aussi te remercier parce que je trouvais, j'apprécie aussi toujours chez Féthi Benslama l'art esthétique et poétique de l'exposé, parce qu'il a fait un beau topo sémantique aussi. Merci, Féthi. Ah, merci beaucoup, Maurice, pour ce que tu viens de dire et qui me permet aussi d'ajouter à un des moyens de la résistance. Et à un certain moment, la psychiatrie a été très ouverte à ça, mais je crois que chez Patrice Hellé, c'est l'anthropologie et la place de l'anthropologie qui éveille ce que tu viens de donner, qui ne peut que participer à la sauvegarde de cette figure, de la figure de l'humain qu'on ne peut pas annuler. Moi, je pense que l'anthropologie, c'est sa vocation d'une certaine manière, de veiller à ce qu'on n'annule pas cette figure. Maintenant, ce que tu viens de dire sur race montre, de mon point de vue, moi, c'est quelque chose auquel, franchement, je ne pensais pas avant cette époque, ces derniers temps, quand on me disait que les nazis ont été vaincus, mais pas le nazisme, je le crois aujourd'hui. Je le crois parce que, justement, quelque chose dans des formes d'évolution historique, et je ne suis pas en train de dire tout est sombre, il y a des résistances à ça, de très grandes résistances à ce qui a produit le nazisme. Mais le processus, il y a des processus qui sont encore là, présents, et que par moments, on voit qu'ils s'exacerbent. On voit que des défenses tombent et des résistances tombent. Et que donc, quelque chose continue quand même à travailler profondément dans le monde actuel de ce qui s'est passé justement de cette extermination que tu lis à la question de l'annulation. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où certaines défenses tombent et que, à travers la cancel culture, de nouveaux processus, je ne dis pas qu'on va arriver à ça, mais il y a des paroles aujourd'hui qui sont prononcées, que j'ai lues avec ce qui est dit à propos de collègues, qui sont vraiment des propos qu'on entendait chez les génocidaires. On est à l'abri parfois dans notre milieu, dans nos bureaux, etc. Mais il faut faire attention, aujourd'hui, il y a des choses très graves qui se passent. Vraiment, et des choses très graves, et chez nos élites intellectuelles. Le manifeste décent universitaire qui a été publié et dans lequel il y a des très grandes figures, et qui par la suite a été enchaîné par des listes de personnes qu'on devait éliminer de l'université. Ça, c'est quelque chose quand même qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ce genre de choses. Donc, voilà, moi, je dirais que ce que tu dis sur la guerre n'est pas la guerre des races, ou de la race n'est pas une guerre, mais une extermination, oui. Et je me suis pas... Moi, j'étais un peu hésitant parce que j'ai repris le mot de Michel Foucault qui renverse l'adage de Clausewitz, parce que c'est politique et guerre, la cancel culture. C'est les deux. C'est un mélange. Et ce mélange, probablement, comme tu dis, détruit le politique. Et justement, le texte qui est apparu dans Harper's par 150 intellectuels du monde entier, c'est ça qu'il dit. Il dit, attention, il y a une destruction du politique qui est en train de se faire avec ça. Et quand 150 personnes comme ça, de partout dans le monde, de tous les horizons, d'ailleurs de gauche et de droite, se mettent à dire ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe, auquel on devrait être attentif. Baya Pégard demande si c'est un phénomène générationnel. Et si peut-être tu veux aller plus loin dans ta question, Baya, tu prends la parole. J'ai demandé la réactivation de son micro, mais ça marche pas. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, elle l'a fait. Je peux parler. Bonjour. Merci pour cette conférence et puis toutes ces informations. Oui, effectivement, moi j'ai l'impression que c'est quand même un phénomène générationnel.
Non, vous ne trouvez pas? Je trouve que quand même, il y a une génération, enfin, il y a les plus de 50 ans et puis les moins de 50 ans. Peut-être que je caricature là un petit peu, mais j'ai l'impression que quand même il y a un phénomène générationnel. Vous avez raison, j'ai fait allusion à ça. Il est en partie générationnel, parce que des jeunes qui sont mus par des sentiments qu'il faut avancer dans l'égalité et sans s'embarrasser et avancer dans l'émancipation et toutes les émancipations. Sans, vous avez à la fois ce qui est de la sexualité, des races, des cultures, etc. Tout. Et en se débarrassant de toutes les précautions que la génération d'avant avait prises. Par exemple, les féministes les plus extrémistes sont très critiques vis-à-vis du féminisme des années 70. Donc c'est vrai, il y a un phénomène générationnel et des jeunes qui sont, d'une certaine manière, ne veulent plus s'embarrasser de ces précautions. Je ne dis pas 50 ans, non, moins que ça, beaucoup moins que ça. Les trentenaires qui animent ces réseaux. Ils les animent et ils ont un rapport justement à l'espace cybernétique, je dirais, charnel, d'une certaine manière, si on peut dire. Ils ont un autre rapport que ceux de la génération d'avant. Oui, il y a un phénomène générationnel, mais pas seulement. Parce que quand vous regardez, par exemple, les 100 qui ont publié cette demande de contrôler la production d'autres collègues dans l'université, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des jeunes. Certains d'entre eux ont plus de 70 ans et on les connaît, ce sont des collègues. Je ne veux pas dire des noms parce que je ne veux pas entrer moi-même dans les… Mais si vous tapez sur Internet, vous allez les trouver. Une partie générationnelle, mais pas seulement. Il y a quelque chose d'autre qui travaille aussi ceux qui sont aujourd'hui plus anciens et qui semblent incroyablement avoir perdu les précautions, les exigences éthiques, etc., qu'il y avait avant. Il y a quelque chose qui est enfoncé aussi de ce côté-là. Pas d'une manière générale, parce qu'il y a des gens qui refusent ça, bien entendu. Mais quand vous avez 100 intellectuels universitaires qui, aujourd'hui, et vraiment de grands noms, hein, qui viennent faire dire ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer. Est-ce que tu repères un moment de bascule? Ce serait assez intéressant d'essayer de repérer ça. À partir de quoi ça bascule? Parce qu'on a envie de dire que c'est dans les années 80 qu'il se passe quelque chose comme Oui, ça. oui. Bah, oui, excuse-moi. Non, vas-y, mais qu'est-ce qui se passe? Non, moi, il m'a semblé que, et si je suis le raisonnement de Foucault, l'épidémie du sida a cassé quelque chose dans ce qui se passait, de ce moment de liberté sexuelle, des libertés dans des rapports spontanés, en quelque sorte, et s'est introduit ce que Foucault appelait vraiment les régulateurs biopolitiques, c'est-à-dire il y a quelque chose de cette exaltation de ce moment qui après la guerre, où on pensait que voilà, le libre rapport comme ça entre les gens, de l'amour, du sexe, etc., a été stoppé à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que apparaît cette vague aux États-Unis de moralistes, hyper moralistes, et qui va, dans les années 90, conduire jusqu'à ce qui s'est passé avec Clinton et Lewinsky. Donc, il faut aller plus loin dans les recherches. Mais ces phénomènes-là sont des phénomènes de long cours, de très long cours. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'épidémie que nous vivons actuellement? Qu'est-ce que ça veut dire que de porter des masques? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir comme ça des visages masqués entre nous, et c'est quoi après? Je pense, non pas que la chose en soi, et bien sûr, on est obligé de se protéger, mais qu'est-ce qui va se greffer là-dessus
pour créer justement des rapports qui seraient des rapports, comment dire, destructeurs dans le rapport, par exemple, au visage de l'autre ou des choses comme ça. Et c'est tout souvent les nouvelles générations qui vont avoir les effets de ça. C'est des questions que je pose, je n'ai pas de réponse. J'espère que cette épidémie va nous sortir, mais je crois que l'épidémie, ce sont des moments tournants. Si je suis le raisonnement de Foucault, du moment où s'installe une gestion biopolitique de l'humain, c'est-à-dire voilà, des régulations très strictes au niveau de la biologique. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, à quel point la psychiatrie a été contaminée par cette dimension, ce discours biologisant, on le sait, vous le savez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il amène à ce moment-là, sous parfois des découvertes très importantes, et je ne dis pas le contraire, mais qu'en est-il de ce rapport justement à l'autre en tant qu'autre et non pas en tant que chose? C'est ça qui est, je crois, le point important qui a été souligné après la Seconde Guerre mondiale par Adorno et Kremer. Mais pas que eux, hein, Benjamin et d'autres, quelques autres, ont vraiment pensé ça d'une manière très puissante. Et qui, bon, alors, sans pas oublier par les philosophes, mais je crois que ça mérite aujourd'hui qu'on réactualise leurs pensées et qu'on les retravaille de nouveau par rapport à ce qu'ils ont comme menace. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que, bon, je ne pense pas qu'il y ait que, tu vas insister là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule cause, qu'il y ait un monodéterminisme, un phénomène pareil. Mais moi, ce dont je me souviens, c'était en 85, nos rapports avec la pharmacie de l'hôpital avaient complètement changé. C'est-à-dire que la théorie de l'agence Chicago des années 70 et le contrôle bureaucratique avait commencé à envahir les esprits des directions, et on commençait à déjà dire que est-ce que cette emprise bureaucratique ne contribue pas à ce phénomène? Certainement, mais le bureaucratique lui-même, est-ce qu'il est que bureaucratique? Est-ce qu'il n'est pas sous-tendu par une conception de ce que c'est que la prise en charge de la… Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, de nouveau, la médecine parle de la personne, d'une médecine de la personne. Bon, qu'est-ce qui se passe pour qu'un tel thème apparaît? C'est que tout d'un coup, on se réveille en médecine et on se dit, mais bon Dieu, on a affaire à des personnes. Et que maintenant, il va falloir prendre en compte, vous savez, par exemple, dans mon université, il y a un laboratoire maintenant qui travaille sur la personne en médecine. Mais c'est incroyable. Je veux dire, tout à coup, on se réveille et on se dit, mais oui, il y a des personnes, ça existe. Autrement dit, qu'il y a quelque chose qui a fonctionné sans la considération. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment, du praticien. Le praticien, lui, il sait qu'il a affaire à des personnes qui soignent des êtres humains, etc. Mais le système qui met en place tous ces dispositifs-là, il ne traite pas en termes de personnes, il traite en d'autres termes ce qu'il fait. Et tout à l'heure, Patrice a dit quelque chose qui est très important. Il dit « restez des médecins ». Restez des médecins. Moi, je crois que le médecin, qui est aujourd'hui qu'on essaye de justement de sortir de cette place, de la déontologie du médecin, de son éthique, de soigner quelqu'un, eh bien,
Ça, c'est une résistance extraordinaire. Et je veux dire, les autres aussi soignants doivent soutenir cette position du médecin parce que c'est une position qui soutient toutes les autres positions. Bon, vous savez qu'il y a eu ce discours après 68 sur l'ordre médical, etc. L'ordre médical, c'est autre chose que le médecin. Et les psychanalystes, d'ailleurs, ont abondé dans ça beaucoup, beaucoup. Le médecin est un point de résistance par rapport à ces processus-là. Et parce que quand ça arrive à son niveau, eh bien, lui, il peut stopper quelque chose et y faire quelque chose avec justement l'humain, sa figure, etc., d'entendre quelque chose d'autre de sa souffrance que tout ce qui est prescrit en amont par les organismes gestionnaires, par tout ce qui a pu se faire dans les laboratoires, dans la pharmacie, etc. Il y a quelque chose qui fait arrêt là. Et il fait arrêt pas seulement pour la médecine et pour le soin, il fait arrêt dans la civilisation. C'est ça. Et je crois que aujourd'hui, c'est peut-être aussi un de ces points-là qu'il va falloir remettre peut-être au travail. La place du médecin. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Une autre question? Alors, vous voulez dire que cette conférence va donc est enregistrée et elle va être sur notre page YouTube. Et donc, elle va être consultée. Et si ça se passe comme la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui consulteront ce qui vient d'être filmé, ce qui vient d'être dit. Et en fonction de ça aussi, s'il y a des réactions, on pourra peut-être imaginer une suite à ce qui vient de se passer, soit dans un cadre comme celui-là, c'est-à-dire une autre conférence par Zoom, soit à Isadora l'année prochaine, on pourra aussi faire quelque chose comme ça. Enfin bon, en tout cas, je crois que c'est un phénomène assez important. Ce qui s'est dit ce soir est assez important. Et je voulais juste peut-être parce que moi aussi, je suis assez attentif à cette histoire de position du médecin. Ce n'est pas pour rien que les autorités là, essayent de supprimer ce terme, parce qu'il y a une éthique médicale et une indépendance du médecin. Personne ne peut dire à un médecin théoriquement ce qu'il peut prescrire. Alors après, il y a toutes les dérives qui existent partout, avec les laboratoires, etc. Mais théoriquement, un médecin garde cette indépendance-là. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le médecin continue d'accompagner là où il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement jusqu'au bout, même quand il ne sait plus. Il y a quelque chose de la présence à l'autre qui fait que il ne s'agit pas que d'une technique. C'est cette dimension-là qui est importante. Oui. Et que si l'autre est une chose, ben voilà, quand on n'a plus de technique, quand on ne sait plus, ben on l'abandonne. Lorsqu'on est un médecin, ce n'est pas uniquement une histoire de savoir, c'est une histoire de positionnement et d'éthique du soin. L'éthique du soin, c'est pas simplement guérir l'autre, c'est être là à ses côtés, quoi. Oui. Bah, ça me paraît ça un point de résistance très important par rapport à ça. Et peut-être même, je dirais, un des rares. Parce qu'il a une très grande consistance dans l'histoire. Et aussi, il concerne tout le monde. Tout le monde. Et je pense que c'est peut-être un des rares appuis à la résistance, à la chosification, dont on peut être aujourd'hui dire voilà, tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Parce que tout le monde va un jour aller voir quelqu'un il va lui parler, il va le soigner, bien sûr, mais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire être présent à lui, et parfois être présent jusqu'au dernier moment. Et le médecin est collecteur
de récit des gens. C'est-à-dire qu'il va entendre quelqu'un raconter quelque chose. Et même si il n'est pas outillé pour interpréter ce récit, il le reçoit. Et le fait de recevoir, et de recevoir ce récit de quelqu'un est vraiment fondamental. Parce que c'est par le récit aussi qu'on défait la chosification. Ben, je crois, oui. Tu racontes quelque chose, Bien sûr. et tu défais la chosification. Ce n'est pas par la théorie, ce n'est pas par l'intelligence très, très, très grande qui est toujours en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est pas ce qu'on peut raconter, ce que quelqu'un peut raconter, le récit qu'on peut faire. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, moi, pour les dernières années à l'université, j'ai plaidé pour des récits de cas. J'ai organisé des journées que sur des récits de cas, de restituer la place du récit, et pas dans le formalisme uniquement, de rendre compte, pas seulement par les formalismes de nos théories, qui peuvent être, qui d'ailleurs ont atteint, par exemple, je parle de nous, des psychanalystes, atteint une sophistication absolument extraordinaire. Non, par le récit du cas. Voilà. Et ça restitue quelque chose qui fait barrage. Bien. C'est passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on va peut-être s'en tenir là? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Soraya, je te vois. Tu veux intervenir, Soraya? Ah, oui. Là, Oui, oui, c'est bon là. Vas-y, Rai. Vas-y, Soraya. voilà. Oui, Monsieur Ben Slama, oui, je me disais que ce que vous ameniez là sur la question de l'importance du récit avait peut-être un lien avec ce que vous retracez du monde où l'idée du vrai est en train de disparaître. Hein. Voilà. Il me semble qu'effectivement, à partir du moment où on laisse place au récit, à partir du moment où on l'accueille, quelque chose du vrai peut consister et le reste, du coup, s'articuler. Voilà. Oui. Je crois que c'est un point très important, puisque justement, dans ce phénomène de la cancel culture, j'ai dit que c'était indiscernable, c'est le monde de l'indiscernable. Non seulement il n'y a pas le temps, mais on ne peut plus savoir où est le vrai, où est le faux, tout est. Et même le discours et la parole de la science est mise en cause par rapport à ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il s'est passé ce phénomène, par exemple, pendant l'épidémie, que les discussions entre les scientifiques, qui sont des choses que nous savons tout à fait normales, en venant à la surface à l'occasion de l'épidémie, ont confirmé d'une certaine manière les gens dans leur esprit qu'il n'y a pas de vérité du tout. Il n'y a pas de vrai. Que tout ça, c'est... Bon. Or, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On remet de la science, de la scientificité, Moi, je crois que ça ne servira à rien. Parce qu'il y aura toujours... La mise en cause de la science est vraiment très, très présente aujourd'hui dans ces réseaux sociaux. Alors, pourquoi je dis que rétablir la question du récit? Parce que dans le récit, il ne s'agit pas de vrai ou de faux. Parce qu'il y a quelque chose qui va cheminer entre le vrai et le faux et qui va justement ne pas entrer dans cette dichotomie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il déjoue complètement ça. Oui, tout à fait. Il déjoue cette, aujourd'hui, pulsion qui consiste à dire c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi, c'est vrai ou c'est faux maintenant? Alors quoi? Et donc, justement, dans le récit, ça ne se joue pas comme ça. Et à ce moment-là, ça ouvre l'écoute à quelque chose d'autre. Ça ouvre à ce qu'on n'entre pas dans, la réfutation, mais à ouvrir l'écoute, à une écoute de ce qui vient. Et ça ouvre à justement la résonance de ce qu'un récit peut avoir en moi, d'un autre qui me parle. Et donc, on sort de ce que Adorno,
ce qu'on a appelé l'agir communicationnel. Dans un récit, on ne communique pas, on parle, on dit quelque chose. La dimension de la communication qui s'est emparée aujourd'hui de la place du sujet qui parle est vraiment un élément très important dans le monde que nous vivons aujourd'hui. La communication a pris vraiment progressivement une place qui a débordé les registres que nous connaissons à cause, bien sûr, des réseaux sociaux, des médias, etc., et qui a fait que la parole, qui est la parole de quelqu'un qui peut justement dire quelque chose sans que ce soit vraiment de l'ordre d'une vérité absolue, eh bien, cette parole n'a pas de place à être écoutée comme telle. Alors, pour nous, évidemment, si on est psychanalyste, si on est thérapeute, qui est soignant, c'est notre travail de recevoir ça. Mais le problème, c'est que le fonctionnement aujourd'hui de la société, de la communication, s'oppose à ça. Mais oui, il s'agit moins d'avoir raison que de raconter. Et là, c'est un hommage à la littérature auquel je crois qu'il faut être sensible. Je crois que c'est vraiment une arme, une arme importante avec trouver des alliés, garder son éthique, le soin de l'autre et le récit. Là, je crois que nous avons des pistes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut-il intervenir? Sinon, on va peut-être s'arrêter là. Parce qu'il est déjà un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, mais c'est plutôt bon signe. Hein. Je crois que tout le monde est très content, en tout cas, de cette soirée. Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore? Non? Non, ça va. Non, ok, bien. Eh bien, Fethi Benslama, il nous reste à te remercier du fond du cœur. Merci. Et puis, te faire part de notre soutien et dans tout ce que tu traverses. Et voilà, te dire à très bientôt. Merci, Patrice. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à toi. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Et donc, encore une fois, elle sera enregistrée. Vous pouvez en parler autour de vous. Elle sera enregistrée, elle sera sur le site d'Isadora et probablement sur le site de l'AFPEP aussi. On verra avec comment ça se passe. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Au revoir.